Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, chers étudiants, chères étudiantes. Je voulais tout d'abord remercier les organisatrices de cette belle journée, Madame la professeure Matsopoulou et Madame la directrice Ardon Le Goff. Également souligner le plaisir que j'ai et l'honneur de me retrouver placée sur cette tribune. Donc un merci chaleureux également à la déléguée interministérielle auprès de laquelle je suis maintenant en fonction depuis 2019. Vous allez voir, mon propos va être beaucoup plus empirique et va finalement être un peu un pas de côté par rapport à ce qui vous a été présenté concernant l'arsenal répressif. Si les échanges méritent évidemment d'être débattus, je vais tenter d'avoir finalement une approche qui va mettre en perspective le contexte juridique, le contexte sociétal répressif grandissant avec le contexte professionnel qui comprend des normes et des logiques propres, et notamment en ce qui concerne le milieu policier. Milieu policier auquel j'appartiens, parce que vous puissiez comprendre d'où je vous parle. Je suis effectivement lieutenant-colonel de gendarmerie et bien que mise à disposition auprès de la déléguée depuis quelque temps, j'ai été durant 17 ans placée dans un service spécialisé qui en fait apportait leur soutien aux enquêteurs de terrain d'unités de recherche dans la compréhension et l'identification des auteurs inconnus dans le cas de crimes graves et violents et pour lequel nous nous étions saisis régulièrement, évidemment, pour des faits de nature sexuelle. C'est aussi à travers cette expérience que je voulais vous faire part de la manière dont les enquêteurs de terrain, finalement premiers praticiens du droit, pouvaient s'emparer de cet arsenal répressif face auquel effectivement la complexité et la densité appellent parfois des réflexions qui ne sont pas simples, surtout dans un moment opérationnel où ils sont confrontés d'une part à la situation vis-à-vis d'une victime et vis-à-vis d'un auteur présumé. Donc finalement, je voulais situer mon propos effectivement dans l'actualité puisque les derniers procès qui ont été fortement médiatisés mettent effectivement, et ça l'a été dit à plusieurs reprises ce matin, mettent en lumière ce continuum de violences sexuelles et précisément le procès Mazan qui a tant fait écrire et réagir et finalement a pu être instigé à la base sur un fait justement de captation d'images sans lequel l'initiative de l'agent de sécurité d'une part, puis du gendarme, sauf erreur de ma part, qui s'en est saisi et qui a mené des investigations, notamment sur le support numérique, a permis de révéler un certain nombre d'éléments. Et c'est dans le cadre des investigations judiciaires complexes qui ont pu être menées que finalement nous avons réussi que les acteurs ont réussi à révéler l'ampleur du phénomène que nous avons connu. Et de la même manière, le procès Le Squarnet, qui est également très actuel, m'a interpellée dans la mesure où j'ai pu lire assez récemment dans la presse un article qui semblait, avec les prépositions d'usage, qui semblait en tout cas faire quelque peu le reproche aux enquêteurs qui ont été saisis à un moment donné de certains des faits, indiquant que peut-être ils auraient dû aller plus loin dans leurs investigations, dans les questions posées aux proches et finalement à s'assurer que l'ensemble du phénomène ait pu être pris en compte, sauf qu'au moment où les enquêteurs sont saisis d'un élément, d'un fait, il est évidemment pris isolément et c'est à la faveur d'un ensemble d'investigations qui sont menées que cela peut mettre à jour de façon plus générale un continuum de violence, comme ça l'a été dit tout à l'heure, qui peut ensuite être qualifié, éventuellement réprimé pénalement. Donc la question que je voulais vous partager ce matin, c'est finalement comment, face à la densité, à la complexité de ce droit, les enquêteurs parviennent à se saisir de cet arsenal juridique et notamment, à mon sens, et aussi à la faveur de cette expérience, donc il y a un prisme aussi très subjectif, je vous l'accorde, comment en fait cette question vient à mon sens, faire émerger la question de la prégnance encore présente aujourd'hui, des mythes sur le viol, des représentations collectives que nous avons toutes et tous,
puisque finalement, ce sont ces représentations collectives, ces stéréotypes qui sont un enjeu extrêmement important, notamment au moment de la prise de plainte, auquel se trouve confronté l'enquêteur face à une victime ou potentiellement face à un auteur présumé. Donc ces idées reçues, ces stéréotypes sont des croyances qui ne correspondent pas à la réalité du viol. Viol à entendre au sens large, non pas au sens strict pénalement parlant. Ce sont des croyances erronées, mais qui sont néanmoins persistantes et répandues finalement dans l'ensemble de la société, donc y compris dans l'esprit des acteurs judiciaires et également donc des enquêteurs de terrain, policiers et gendarmes. Un petit rappel peut-être pour les étudiants, mais je crois que vous avez déjà bien en tête ces éléments-là, car ils participent aussi de la compréhension des phénomènes criminels, que ces croyances erronées, elles sont tellement intégrées qu'elles sont intégrées évidemment pour qualifier un élément constitutif du viol, par exemple. Elles sont également intégrées et intériorisées par la victime elle-même, dans la mesure où c'est parfois en raison de ces représentations un peu stéréotypées qu'une victime ne va pas faire la démarche d'aller pousser une porte de commissariat ou de gendarmerie. Et c'est également à l'appui de ces représentations, de ces stéréotypes que les auteurs présumés, notamment au moment de la garde à vue, se défendent, banalisent, minimisent leurs faits et expliquent finalement tout un tas d'explications qui viendraient amoindrir leur responsabilité. Je voulais vous partager en fait cette réflexion selon laquelle les stéréotypes sur le viol, finalement, elles concernent à la fois la manière dont on peut dénoncer les faits et la manière dont on peut les recevoir donc, lorsqu'on est enquêteur. Et je les ai vus à plusieurs reprises, finalement, inspirer le travail de l'enquêteur. Et j'ai souhaité, finalement, mettre en lumière ici les travaux qui ont été menés, les travaux passionnants qui ont été menés et qui sont encore menés à ce jour par une maîtresse de conférence en sociologie à l'université d'Aix-Marseille, Océane Perona, qui a consacré notamment sa thèse, il y a maintenant quelques années, sa thèse de doctorat sur la place du consentement dans les enquêtes policières sur le viol. Et par la suite, elle a mené des travaux, et notamment elle a écrit un article que je trouve assez fabuleux, qui est précisément intitulé « Le vrai viol et les autres », qui date de 2023, donc je vous invite à le consulter si ça vous intéresse, où elle présente en fait les logiques professionnelles qui président dans le cadre du champ policier, qui seraient plus ou moins perméables aux représentations de genre. En fait, la question qui était posée, j'allais dire implicitement, et moi qui a fait écho avec ma pratique, c'était de considérer est-ce que ce sont les enquêteurs qui sont imprégnés eux-mêmes de stéréotypes sexistes et qui ont tendance, parce qu'on a quand même affaire souvent à des enquêteurs d'un certain âge, très, très large, mais néanmoins répandu, et on a souvent affaire à effectivement des personnels masculins, et que peut-être on pouvait être imprégné par sa manière aussi de penser en bon père de famille, comme on le voit, et ce qui s'entend tout à fait, puisque personne n'est épargné de ces représentations. Mais ce qui est intéressant dans les travaux que je vous partage aujourd'hui, c'est finalement de plutôt découvrir que c'est à la faveur de ces logiques professionnelles qu'il y a eu trois angles, je vais être très rapide, mais pour espérer vous intéresser sur le sujet. Il y a trois angles qui ont été mis en exergue par cette chercheuse. C'est d'une part la question de la complexité du travail d'investigation, je l'ai déjà dit un peu en propos liminaire, c'est finalement lorsque les dossiers vont demander un travail d'investigation poussé, que finalement l'enquêteur va se sentir valorisé dans le travail qu'il va accomplir, dans la mesure où finalement ça va demander un certain raisonnement intellectuel, un certain esprit de déduction, voire de l'intuition. Ça va demander un certain nombre d'étapes procédurales. Il va falloir, évidemment, pour rechercher l'auteur, le localiser, l'identifier, ensuite l'interpeller, le prendre en audition de garde à vue. Donc ça demande finalement différentes compétences professionnelles qui sont plutôt, j'allais dire, valorisées. Et c'est finalement, en quelque sorte, un peu à contrario de compétences plus émotionnelles qui jusque-là, les temps changent heureusement, mais qui jusque-là étaient un petit peu dévalorisées, je dis un petit peu, mais qui étaient véritablement dévalorisées, qui étaient d'ailleurs souvent attribuées au personnel féminin dans les brigades et les commissariats. On va considérer que l'accueil des victimes, la prise en compte de la parole était plutôt attribuée au personnel féminin, considérant que les femmes avaient une appétence pour l'accueil et cette empathie peut-être innée qu'auraient les personnels féminins. Ce qui est intéressant, c'est quand on évolue dans ces milieux enquêteurs, on se rend compte que c'est plutôt les codes qui sont intégrés par les personnels et que finalement le genre
peut être tout à fait variée. Donc je voulais signifier la question de la complexité du travail d'investigation. Et finalement, ça induit une forme de hiérarchisation des affaires criminelles. C'est ce qu'on appelle un peu dans le langage courant les belles affaires. C'est ces affaires qui demandent de l'investigation, c'est ces tueurs en série qu'on met des années à appréhender. Et effectivement, parfois c'est à la faveur d'énormément de travail dans l'ombre qu'on se sent valorisé dans ces investigations. Et dans ce continuum et dans cette idée de faire du lien avec les représentations un peu stéréotypées sur ces questions-là, finalement on a une forme de prise en compte de ce qu'est un vrai viol. Alors c'est exactement la recherche qui nomme les choses comme telles. Le vrai viol serait le viol commis sur la voie publique par un individu qui ne connaît pas sa victime et qui s'en prend à elle de façon agressive et qui lui cause des blessures physiques. Donc il y a aussi vraiment une question de matérialité des faits, c'est que ça cause un préjudice qui peut être ensuite matérialisé par des traces. Ce qui fait qu'à contrario, on va plutôt considérer que ce qui se passe dans la sphère privée, que par exemple l'auteur d'un viol conjugal, finalement sera non pas considéré comme moins grave, mais en tout cas il n'aura pas il va pas dévoiler le même type de menace potentielle. Et effectivement, c'est ce qui a été considéré par la chercheuse comme un élément également, c'est le second élément, c'est l'appréciation du danger. Et cette appréciation du danger, elle est considérée au regard de deux grands critères, qui est d'une part le critère de la protection de l'ordre public, dans la mesure où effectivement, lorsqu'on se dit qu'un individu peut menacer n'importe quelle femme circulant sur la voie publique et l'agresser sexuellement, il y a une dangerosité potentielle évidemment très importante et finalement hiérarchiquement plus vaste que dans la sphère privée. Donc c'est un peu la question aussi de comment on s'empare de la question du viol conjugal. Et là, pour vous partager parfois des discussions que j'ai pu avoir avec les enquêteurs, c'est vrai qu'il y a une difficulté, il y a encore une réticence à aller loin j'allais dire, à aller jusqu'à poser la question de façon très explicite à une personne qui viendrait porter plainte pour des violences physiques commises par son conjoint ou son ex-conjoint. La question du viol conjugal est assez peu révélée, même si maintenant ça doit faire partie des questions qui sont posées. Et l'autre critère, c'est celui de la préservation de l'intégrité corporelle. Je le disais, il est finalement plus facile d'investiguer des faits qui laissent des traces physiques, qui laissent une matérialité, finalement, qui permettent assez facilement d'interpréter l'élément constitutif du viol, plutôt que finalement toutes ces violences sexuelles qui ne laissent pas de traces. Et évidemment, on parle ici des violences de l'intime, c'est les violences, notamment les violences faites aux mineurs, qui parfois sont justement des agressions sexuelles autres que le viol, qui ne laissent pas de traces. C'est aussi ces violences psychologiques. Donc c'est finalement une manière un petit peu encore stéréotypée dont les enquêteurs essayent d'appréhender, j'allais dire, avec leurs outils. Et ça se transmet également dans la prise en compte de la plainte. On va s'attendre à ce que, de la même manière qu'on a finalement considéré que des faits peuvent être qualifiés de vrai viol au sens, j'allais dire, usuel, le comportement de la victime va être interprété par l'enquêteur et donc on va s'attendre à un comportement qui est plutôt, par exemple, lorsque la victime viendra porter plainte pour viol ou agression sexuelle, on va s'attendre à ce qu'elle soit éprouvée au moment d'expliquer les gestes sexuels qui ont été posés sur elle, qu'elle va être hésitante à parler, qu'elle va peut-être être fragilisée ou qu'elle va pleurer. Et donc, inversement, ça suscite parfois l'interrogation des enquêteurs lorsqu'ils sont confrontés, lorsqu'ils se trouvent face à une victime qui a une posture solide, qui raconte les faits de façon tout à fait posée, factuelle, sûre d'elle. Ça va parfois même créer une forme de suspicion. Et donc ça, c'est quelque chose que je n'aurai pas le temps malheureusement de vous évoquer, mais voilà, sachez que c'est aussi parfois la question qui est posée de se demander si la victime est en train d'abuser l'enquêteur au sens où elle est en train de mentir. Il existe aujourd'hui des études qui ont mis en évidence qu'il existait effectivement des fausses allégations d'agression sexuelle. Il faut savoir qu'elles sont constitutives, qu'elles sont finalement inscrites dans une histoire et qu'elles permettent normalement d'être
d'être mise à jour si on a les éléments suffisants. Donc j'y viendrai en propos conclusifs, mais c'est la question de la formation des professionnels qui évidemment nous concerne tous. Enfin, le troisième grand axe que je voulais développer ici, et qui concerne les magistrats et les juristes que vous représentez tous, c'est la sévérité de la peine prononcée par l'autorité judiciaire, qui est finalement considérée comme la sanction de la performance du travail policier. C'est un bon dossier, donc une belle affaire, elle va être sanctionnée finalement avec sévérité, elle va donner lieu à une sanction pénale, et là on considère que le dossier a été bien mené et que la victime sera défendue. Donc on va considérer finalement la tenue du dossier. Souvent la tenue du dossier, au-delà des éléments d'investigation propres aux démarches classiques de l'enquêteur, vont s'appuyer sur la preuve médicale, médico-légale de la victime. Et là, c'est l'appui que peut apporter l'expertise médico-légale. Et là encore, on en revient entre guillemets aux limites de la matérialité des faits, puisque les conclusions de l'expertise vont avoir tendance à porter dans un sens ou dans un autre, plutôt finalement des indicateurs en quelque sorte de crédibilité de la déclaration de la victime. Donc c'est finalement à comprendre que ces belles affaires pour lesquelles les magistrats sont évidemment plus susceptibles d'entamer des poursuites. Donc voilà un peu les critères que je voulais partager avec vous. Néanmoins, pour élargir peut-être le propos, c'est signifier les progrès qui ont été menés sur le terrain policier à l'égard de toutes ces violences sexuelles. C'est le fait que des efforts accrus ont été mis en œuvre depuis la libération de la parole et la libération de l'écoute. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, depuis MeToo, depuis le Grenelle sur les violences conjugales, les enquêteurs, policiers et gendarmes sont davantage formés à la prise en compte de la plainte des victimes, à l'accueil même des victimes. Il y a maintenant des psychologues qui sont souvent présents dans les commissariats et les gendarmeries. Il y a aussi des intervenants sociaux qui permettent, au-delà de la qualification pénale, d'intervenir et d'aider pour toutes les autres situations difficiles. Il y a aussi la question de la spécialisation des services d'enquête. C'est quelque chose qui n'a pas été, pensé de façon spontanée, dans la mesure où on a une forme de polyvalence. Quand on est enquêteur de terrain, on est censé pouvoir à la fois se rendre sur des patrouilles, prendre une plainte et réprimer un délinquant. L'idée de finalement valoriser une forme de spécialisation, non pas en faire des experts, mais en tout cas de bénéficier d'une expertise, d'une expérience de terrain, me semble vraiment une piste intéressante. C'est notamment les brigades de protection des familles, les maisons de protection des familles et les brigades de protection des mineurs. Et quelques mots sur, effectivement, ça a été évoqué aussi rapidement, les prises de plainte qui maintenant se font hors des commissariats et des gendarmeries, que ce soit dans les hôpitaux, mais aussi chez autrui, c'est-à-dire que ça peut être au domicile, voire dans un lieu neutre, de façon à ce que la victime puisse parler librement. Puis il y a aussi la possibilité de pouvoir saisir, pour revenir sur le vecteur numérique, la brigade qui est devenue maintenant la compagnie numérique et la plateforme nationale d'accueil des victimes au niveau la PNAV, plateforme numérique de l'aide aux victimes, qui permet pour n'importe quelle victime, voire même n'importe quel proche ou témoin, de rentrer en contact avec un gendarme ou un policier par le biais d'un chat. C'est anonyme. Vous rentrez simplement votre code postal, ce qui fait que, le cas échéant, vous pouvez rentrer le code postal que vous souhaitez. Donc vous n'êtes pas tenu, au regard de la confidentialité de l'échange, de donner le code postal dans lequel vous résidez. Et ce qui peut permettre, si vous le souhaitez, d'être localisé et que, le cas échéant, en cas de danger imminent, que des services de police puissent venir vous apporter un soutien. À titre de conclusion, je voulais faire un petit détour par le Québec, par nos voisins outre-Atlantique, et peut-être ça pourrait amener à réfléchir, si ce n'est pas déjà le cas. Il y a une jurisprudence de la Cour suprême du Canada, qui est l'équivalent de notre Cour de cassation, qui date de 2022, qui vient finalement confirmer une loi qui date de 2021, qui consiste à donner la précaution à l'égard des juges qui ne doivent pas s'appuyer précisément sur les mythes relatifs au viol dans leur prise de décision, de façon à ne pas être interférés dans leur interprétation du droit. Donc voilà, c'est quelque chose qui me semblait intéressant, parce que finalement on est tous plus ou moins imbibés de cette culture qui est aussi très télévisuelle, très fictionnelle, et comme vous le disiez, l'intelligence artificielle viendra encore certainement nous demander une acuité particulière sur ces sujets-là. Et enfin, donc à titre de conclusion,
remercier encore et saluer vraiment l'espace pluridisciplinaire qui s'ouvre sur ces questions-là. Je vous ai cité les travaux d'une sociologue. Moi, je me sens praticienne et j'ai longtemps fait du droit, donc je pourrais dire que je suis plutôt juriste, même si, bien modestement, ça fait longtemps que je ne suis plus de près toutes ces constructions répressives. Mais en tout cas, c'est une manière d'améliorer évidemment le droit, mais aussi les pratiques. Il faut penser que voilà, derrière, il y a des enquêteurs qui peinent parfois à se saisir de tout cet arsenal répressif et qui, surtout en France, on a une procédure écrite qui demande un travail parfois fastidieux et qui impacte en fait leur travail au quotidien. Donc moi je prône souvent la nécessité de former de façon continue tout au long d'un parcours, de façon la plus ouverte possible, la plus criminologique possible, de façon voilà, à ouvrir et de penser la délinquance sexuelle plutôt comme des délinquants sexuels de formes différentes, étant entendu qu'ensuite il faut bien s'entendre sur les termes, et en tout cas pouvoir avoir en perspective que derrière ce sont des praticiens qui auront à les mettre en œuvre de façon à ce que les magistrats pourront poursuivre aussi utilement que possible. Je vous remercie de votre attention.